Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants, donc les bras bien remplis. J'ai aussi une blonde extraordinaire avec qui je fais équipe à tous les jours parce que des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu et on en vit encore. D'ailleurs, on en vit tous, des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Le balado Ma santé sans tabou nous rapproche de nos indispensables pharmaciennes et pharmaciens, propriétaires affiliés à Brunet. Alors avec eux, on va essayer d'apaiser nos inquiétudes du quotidien. Que ça pique, que ça brûle, que ça change de couleur ou que ça sente bizarre. Pour ça, on a lancé un appel à tous pour récolter des vraies histoires, des sortes de courriers du corps de personnes qui ont vécu des petits problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Chantal Morin. Allô, Chantal, on se retrouve. Oui, salut. Toujours propriétaire d'un Brunet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Notre mission, évidemment, c'est de répondre à nos préoccupations de santé pour essayer d'être un petit peu moins anxieux. Aujourd'hui, on parle d'allaitement. T'es prête? Oui, je suis prête. On commence par ouvrir notre courrier du corps. Le courrier du corps. C'est l'histoire de Karine, 46 ans, maman de 2 enfants. J'ai 2 enfants que j'ai allaités tous les 2. Lorsque Simon est né, je voulais absolument l'allaiter parce que c'est la vision que j'avais de la maternité. Tout le monde valorisait l'allaitement autour de moi. Je trouvais ça plus naturel, plus cool. La première fois que j'ai essayé, ça a commencé à l'hôpital et ça a été un peu long pour qu'on s'apprivoise avec mon petit garçon. Je vais toujours me rappeler d'un fou rire que j'ai eu avec une infirmière lorsqu'elle est venue m'aider dans la nuit et que ça marchait toujours pas, mais qu'elle n'arrêtait pas de me répéter « Écrase ton sein comme pour faire un sandwich, là, écrase ton sein ». C'était tellement improbable que je pleurais de rire. Après, il y a eu la première nuit que j'ai faite chez moi. J'étais seul avec mon bébé, épuisé, et là, j'ai pas rigolé. Je me suis plutôt effondré en larmes en réalisant que maintenant, il dépendait à 100% de moi. Puis, la première montée de lait est arrivée et s'en est suivi les choux sur les seins, etc. Mon bébé buvait tout le temps, j'étais une machine, mon corps m'appartenait plus, il lâchait jamais mon sein. J'en pouvais plus, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour me soulager de ce rythme-là, j'ai essayé de tirer mon lait pour que mon conjoint fasse les nuits. Mais mon lait sortait pas à profusion. Ça n'a pas fonctionné. Heureusement, à 4 mois, il a commencé à manger des aliments solides, mais je continuais de l'allaiter en complément. À 6 mois, il y a eu une très forte poussée de croissance, et là, c'était trop. J'en pouvais plus, je passais ma journée à l'allaiter. J'étais à terre, alors j'ai dû le sevrer. Ça m'a pas empêché 2 ans plus tard, avec mon autre bébé, de l'allaiter aussi pour les mêmes raisons. Mais lorsque ma fille est sortie de mon ventre, elle a tété tout de suite, c'était beaucoup plus simple. En revanche, elle a commencé à manger seulement à partir de 8 mois, ce qui m'a également épuisé. Encore une fois, mon bébé dépendait de moi à 100%. J'avais tellement peur qu'il m'arrive de quoi. J'ai même appelé une association spécialisée dans l'allaitement pour parler de mon anxiété sur le sujet. Je me sentais un peu seul et dépassé. Bref, pourquoi j'ai pas essayé la formule? Parce qu'il y avait la pression sociale, parce que je pensais que ça allait leur donner mal au ventre et leur faire mal. Alors, malgré l'épuisement et la douleur, j'ai continué. Je te disais que ça me rappelait des histoires. Quand même 3 filles à la maison. Je me souviens de l'infirmière qui disait à ma conjointe « Prenez ça comme un hamburger. Un hamburger avec 2 pains, vous l'écrasez dans votre main quand vous le mangez, c'est la même affaire. » Ça me rappelle vraiment des souvenirs. Puis on voit clairement que dans le cas de Karine, dans son histoire, il y a la pression sociale. Il y a même une peur des laits commerciaux. Est-ce que c'est une situation qui arrive souvent, ça? Oui, c'est sûr qu'à la pharmacie, je vais rencontrer ce genre de situation-là souvent. Il faut se mettre à l'évidence. Là, cette période-là, suite à l'accouchement, c'est une des périodes les plus intenses dans la vie d'une femme. C'est énorme ce qu'on vit. Puis c'est vrai qu'on a cette pression-là. Souvent, les femmes, ils vont décrire un sentiment de culpabilité aussi, de la fatigue, de la faiblesse. Il y a tout ça mélangé. Fait faut savoir qu'il faut parler, il faut aller chercher l'aide. Puis, en tout cas, l'histoire de Karine, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Si une maman décide d'arrêter d'allaiter, c'est quoi exactement le rôle de la pharmacienne ou du pharmacien dans le processus? Allaiter ou ne pas allaiter, c'est certain que c'est un choix très personnel. Puis, nous, les pharmaciens, on est là pour écouter sans jugement, toujours. Mais après ça, on va pouvoir guider la mère dans sa décision
Puis, justement, peu importe l'issue, la conseiller de la bonne façon aussi. C'est quoi les bénéfices de l'allaitement versus le lait commercial ou peut-être l'inverse? Bien, c'est sûr, l'allaitement a beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi Santé Canada va recommander, en fait, officiellement, d'allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois. Fait que cette information-là est basée des bénéfices. Ça va réduire le risque d'infection, otite, diarrhée, infection respiratoire, parce qu'il y a l'immunité qui est transférée au bébé via l'allaitement. Il y a le côté pratique, ça ne coûte rien, c'est disponible tout le temps, peu importe on est où. Il y a même des bénéfices pour la mère à l'allaitement. Ça pourrait réduire les risques de cancer du sein, cancer des ovaires, diabète, maladies cardiovasculaires. Il y a toutes ces choses-là qui font que, souvent, l'allaitement a beaucoup de points positifs, puis c'est pour ça que c'est ce qu'on recommande. Mais reste que quand on va regarder les préparations lactées, c'est quand même un lait qui est disponible puis qui va couvrir les besoins de base de mon bébé. Donc, ça devient une possibilité pour une mère qui en fait le choix ou même une mère qui ne peut pas allaiter pour différentes raisons qui sont spécifiques à chaque personne. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec une alternative qui pourrait être plus simple dans certaines familles ou être mieux adaptée pour la situation. Par exemple, j'ai eu un cas dernièrement où on voit des femmes qui allaitent puis qui prennent certains médicaments. Là, il faut savoir que la majorité des médicaments sont quand même compatibles avec l'allaitement, mais il arrive des situations où il faut qu'on s'assoie, on prenne une décision partagée avec le médecin, avec le pharmacien, on décide. Puis si on voit que c'est mieux de se tourner vers les préparations lactées ou l'allaitement, mais c'est vraiment d'individualiser ça, là, je pense. Quelle est la première chose à faire pour trouver le bon lait commercial si on souhaite arrêter d'allaiter ou de ne pas allaiter du tout, en fait? Ça, c'est sûr qu'il existe beaucoup de marketing à ce niveau-là, dans le sens qu'ils ont créé plusieurs compagnies. Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de choix dans les laits qui sont différents. Puis ça peut devenir mélangeant. Surtout, on parle que c'est une période qui est très difficile. Fait qu'il faut demander de l'aide. Puis le pharmacien, il est là pour ça. On peut aller à la pharmacie demander conseil. Puis on va pouvoir trouver un lait qui va être adapté pour le bébé en question, selon si on parle d'un contexte d'allergie ou, tu sais, peu importe les spécificités pour le bébé. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut arrêter d'allaiter quand on veut, en fait? Y a-t-il un moment meilleur qu'un autre? On recommande d'allaiter exclusivement pendant 6 mois. Donc, si on demande, y a-t-il un meilleur moment, il y aurait cette période-là, au moins de traverser cette période-là. Après ça, on introduit l'alimentation. Peu importe quand, lorsque la mère choisit d'arrêter d'allaiter, il y a une façon de le faire, puis il faut le faire graduellement. Il ne faut pas le faire du jour au lendemain. Mais oui, encore là, on va pouvoir conseiller la mère de la bonne façon pour le faire correctement aussi. Comme tu dis, il faut le faire graduellement. Oui. C'est quoi les différentes étapes de sevrage, en fait? Bien, si on allaite un bébé puis on décide d'enlever une tétée par jour seulement, ça va être beaucoup moins douloureux. Fait que souvent, on va recommander de faire un sevrage graduel. Fait on enlève une tétée, on attend à peu près 4-5 jours, puis après ça, on va enlever une autre tétée dans la journée et ainsi de suite jusqu'au temps qu'on arrive à... Parce qu'il y a des gens qui veulent réduire le nombre de tétées par jour. Fait que si je veux garder un allaitement par jour, exemple le soir avant le dodo, bien, je peux garder lui puis j'ai réduit les autres. On va se donner 4 semaines pour faire ce sevrage-là, y aller étape par étape pour pas vivre d'engorgement. Parce que quand on saute un boire, bien là, ça peut être un petit peu inconfortable. Puis là, c'est important de juste exprimer un petit peu le lait pour pas, justement, encore là, tirer complètement le lait. Puis là, ça va recréer une production. Donc, on fait juste sauter un boire. Si c'est inconfortable, on va exprimer un petit peu pour apaiser. Puis sinon, on va y aller de façon très graduelle pour que ça soit confortable. D'accord. Si on choisit d'allaiter et que notre enfant est affamé comme celui de Karine, peut-on trouver des façons d'augmenter la production? Bien, le corps est bien fait, puis ça s'adapte aux besoins de l'enfant. Donc, si on met le bébé au sein le plus souvent possible, ça va aider à stimuler la production de lait. Il faut aussi s'assurer que la technique elle soit bonne. Après ça, si tout ça est fait, on peut se tourner vers les consultantes en allaitement. Comme je disais tantôt, au CLSC, il y a beaucoup de ressources disponibles. Il y a des organismes souvent dans chaque région qui peuvent être là. Ensuite de ça, si toutes ces choses-là ont été faites, il existe aussi des médicaments qui peuvent aider à augmenter la production de lait. Encore là, c'est à individualiser. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça, mais si on fait partie de ces gens-là, on peut consulter le pharmacien ou le médecin pour avoir des conseils à ce sujet-là. Bien, merci, Chantal. C'est quand même clair. Et on voit que vous êtes là pour nous écouter, pour écouter
pour écouter ces mères sans les juger, avec beaucoup de solutions, en fait, qui se présentent. Merci pour toutes tes réponses. J'espère que nos auditrices, je dis surtout nos auditrices, vont se sentir plus outillées. Comme tu me connais, j'erre sur les forums. Je vais voir des gens qui ont toutes sortes de questions. J'ai trouvé des choses intéressantes sur l'allaitement. Est-ce que tu es prête? Oui. Les questions du public. Alors, je vais avec la première question. Qu'est-ce que je peux faire pour supporter la douleur physique de l'allaitement? C'est possible que des douleurs soient présentes au début de l'allaitement, mais un allaitement qui est bien instauré, habituellement, ça ne devrait pas causer trop de douleur. Là, après ça, il faut se questionner sur c'est quoi la raison de la douleur, puis on va pouvoir mieux adapter le traitement ensuite. Est-ce que c'est des gerçures? Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est un engorgement? Et là, après ça, on va pouvoir mieux guider. Par exemple, des fois, on va recommander l'acétaminophène pour soulager. Aussi, l'application de froid sur les seins entre les tétés, ça peut aider. C'est sûr qu'une douleur qui va persister dans le temps, c'est très important de consulter. Je produis plus de lait que mon bébé en demande. Est-ce normal? Qu'est-ce que je peux faire du surplus? Normal, oui, surtout au début. Mais le corps est en train de s'adapter. Donc, souvent, ça devrait rentrer dans l'ordre avec le temps. Par contre, si la surproduction, ça se poursuit, on pourrait exprimer manuellement le lait puis le conserver au congélateur. Puis là, ça pourrait être pratique pour d'autres occasions. Sinon, il existe même des banques de lait maternel en cas de vraiment trop grande production. Ça, on pourrait se référer là, à Emma Québec pour plus d'informations. Qu'est-ce qui est le mieux? Tire-lait manuel ou mécanique? Chacun a ses avantages. C'est quand même très différent. Le manuel, il est beaucoup plus abordable. Il est quand même facile à transporter. Mais je dirais que c'est plus pour une utilisation occasionnelle. Le mécanique, plus commode, plus efficace, plus rapide aussi. Fait que si on a besoin d'une utilisation plus régulière, ça serait peut-être le meilleur choix. Mais ça va vraiment dépendre des besoins, des préférences de la personne. J'ai le souvenir du tire-lait mécanique. J'ai le souvenir du bruit aussi que j'entendais au loin. Est-ce que je peux boire, fumer et allaiter? C'est sûr que c'est pas recommandé de fumer, mais ça fait pas partie des contre-indications à l'allaitement. Donc, on va aimer mieux une mère qui fume qui va allaiter versus de choisir de pas allaiter à cause de la cigarette. Pour ce qui concerne de l'alcool, bien, c'est sûr que c'est préférable de pas boire ou boire en petite quantité. Donc, un repas de famille, on veut participer, on veut prendre une consommation festive, il n'y aurait pas de problème. Il faudrait simplement attendre 2-3 heures avant la tétée. Donc, souvent, je vais suggérer, on donne à boire au bébé, puis tout de suite après, on prend notre verre, puis après ça, on est capable de l'intégrer à notre soirée. J'ai comme le souvenir d'un médecin qui avait dit à ma blonde qu'un petit verre de bière, ça aidait pour les montées de lait. Là, je m'aventure quelque part. C'est un souvenir que je te partage. Je suis pas sûre qu'il y a des études qui vont démontrer l'efficacité de ça, par exemple. Peut-être une affaire avec le houblon, je sais pas. Oui, c'est ça. Une autre question. Comment puis-je savoir si mon enfant est allergique au lait maternisé? C'est sûr qu'il peut y avoir des symptômes précurseurs. On peut voir des enfants qui vont présenter du sang dans les selles, des reflux, des coliques intenses. Il va y avoir un état général affecté, un bébé qui perd du poids. C'est des symptômes quand même majeurs. Il faut consulter dans ce temps-là si on soupçonne là, une allergie. Bon, en conclusion, on a d'abord compris que les femmes vivent avec une énorme pression, mais le choix leur revient. Il y a des bénéfices quand même des deux côtés, évidemment. Surtout que vous êtes là pour les écouter, les guider sans jugement. Ben oui, absolument. Nous, on est toujours là pour supporter dans cette période-là. Puis il faut que les gens aient ce réflexe-là d'aller à la pharmacie pour chercher l'aide justement en besoin. Merci, Chantal, pour tes précieux conseils. Merci. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres bobos, ouvrir d'autres courriers du corps. Prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.